La prise d'otage de Moscou, 700 personnes sont toujours sous la menace d'un commando tchétchène, commando qui a durci le ton, plus aucune libération, les premières négociations ont échoué, on compte déjà 2 morts. Les 50 preneurs d'otages sont chargés d'explosifs, ils se définissent comme des kamikazes prêts à mourir. Alors faut-il situer cette radicalisation dans les prolongements du 11 septembre? 3 questions à Gilles Kepel, professeur à Sciences Po, spécialiste de l'islamisme, il nous rejoindra dans un instant. Peut-être la fin de la traque aux États-Unis. Les autorités pensent avoir arrêté le tueur embusqué. Il s'agirait d'un ancien soldat américain, vétéran de la guerre du Golfe et converti à l'islam. Il aurait agi avec un complice qui n'est autre que son beau-fils. Un répit pour l'Europe confrontée au casse-tête budgétaire de l'élargissement. Jacques Chirac et Gerhard Schröder sont tombés d'accord pour un maintien de la politique agricole commune jusqu'en 2006. En échange, les dépenses seront plafonnées. Le sommet de Bruxelles démarre ce soir. Le Tour de France du centenaire enfin, confirmation d'un tracé prestigieux pour juillet 2003, prologue à Paris devant la Tour Eiffel, départ du Stade de France, étape dans toutes les grandes villes, 21 cols au programme dont l'Alpe d'Huez. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Cela fait donc 24 heures maintenant que plusieurs centaines de personnes sont toujours retenues dans ce qui restera la plus grande prise d'otages qu'ait connue Moscou. Le commando a donné 7 jours à Vladimir Poutine pour entamer un retrait des troupes russes de Tchétchénie. Il menace de faire sauter le théâtre en cas d'assaut. Des mines ont été placées dans le bâtiment, des explosifs collés aux fauteuils. Jean-Marc Ilouz. 4 coups à la fin du deuxième acte, mais 4 coups de feu qui, dans ce théâtre du sud de Moscou, vont transformer cette comédie à succès en drame pour 700 spectateurs. Ils viennent d'être pris en otage par un invisible commando d'une cinquantaine de kamikazes tchétchènes, dont des femmes, armées jusqu'aux dents. Le bâtiment est déjà truffé d'explosifs quand police, armée et forces de sécurité isolent le théâtre. Les quelques machinistes qui réussissent à s'enfuir sur le champ confirment. Les kamikazes réclament, je cite, la fin de l'occupation russe de la petite république musulmane du Caucase et sont prêts à mourir en tuant leurs otages. Au cours de la nuit, une vingtaine d'enfants et de spectateurs non russes, 150 otages peut-être, sont relâchés, mais les négociations à venir seront longues à nouer. Attente. Je veux voir mon fils. Je veux voir mon fils. Tôt ce matin, l'angoisse de ces familles sans nouvelles témoigne que le conflit tchétchène s'installe désormais au cœur de la capitale russe. Ils ont sur eux des explosifs avec des fils reliés entre eux. Et ce ne sont pas des jouets. Ils ont aussi miné la salle. S'il se passe quelque chose, alors c'est foutu pour tous ceux qui sont à l'intérieur. Et pour que nul ne s'y trompe, en milieu d'après-midi, les kamikazes libèrent cette jeune femme russe. Elle est porteuse de suppliques d'otages désemparés et son message est clair. Pour les hommes, les femmes, les enfants qui sont à l'intérieur, c'est très dur. Je vous parle au nom des captifs. Ce sont des anonymes, mais ils comptent sur vous. Soyez raisonnables et décidez l'arrêt des opérations militaires. Il faut que les puissants trouvent une solution politique en Tchétchénie. Mais en fin de soirée, le spectacle de la sortie d'un corps d'une jeune femme apparemment tuée hier soir lors d'une tentative de fuite ne prêtait guère à l'optimisme. On ne connaît pas le nombre exact d'otages, toujours prisonniers du théâtre. Alors le commando, selon les forces russes, compte 50 membres exactement, dont la moitié de femmes, des veuves de combattants selon les preneurs d'otages qui ont donc durci le ton ces dernières heures. Les enfants auraient été séparés des parents et plus personne n'est autorisé à sortir. Olivier Caroff. La dernière libération d'otages remonte à la fin de la matinée. Une femme, ses 3 enfants et un citoyen britannique. Depuis, plus rien. Le principal négociateur est ce député russe, Yossif Kobzon. Il est aussi chanteur et animateur de télévision, mais son charisme ne sert plus à grand-chose pour l'instant. Il est retourné dans le théâtre voir les preneurs d'otages. Ils lui ont dit qu'il ne relâcherait plus personne. Autour du théâtre, des centaines de militaires ont pris position. Tireurs d'élite, forces spéciales antiterroristes du groupe Alpha, simples soldats chargés d'établir un périmètre inviolable et même des transports de troupes blindées, tout le monde attend les ordres du Kremlin. Que décidera Vladimir Poutine, assaut ou négociation? Depuis hier soir, le président russe n'a fait qu'une seule déclaration publique. Le but de nos troupes spéciales est de libérer les otages et de s'en sortir avec le moins de victimes possible.
Combien sortiront vivants du théâtre? Derrière les épais cordons de sécurité, cet homme, plus que tout autre, attend la réponse. Sa femme fait partie des otages. Alors justement, d'autres réactions de moscovites. Regardez ces scènes saisies sur le vif par nos correspondants, la rage des familles d'otages face à la crainte d'un assaut. Dominique Derda, Franck Brisset. Chaque heure qui passe rend l'attente plus insoutenable encore pour les familles des otages. Laissez-nous passer, qu'ils nous abattent les premiers et qu'on n'en parle plus. Pourquoi ici personne ne fait rien? Ceux qui ont pu nous téléphoner de l'intérieur nous ont dit que dans 20 minutes, les terroristes allaient exécuter les premiers otages. Taisez-vous. Ça suffit, allez. On y va. Laissez-nous passer. Les larmes, les cris, les suppliques n'y feront rien. Les policiers ne bougeront pas. Ils ont ordre de ne laisser personne approcher du théâtre. Dans la foule, peu à peu le ton monte. C'est Poutine et Maskhadov, le président tchétchène, qu'on devrait amener ici. Les enfermer au théâtre. Et ne les laisser sortir que lorsqu'ils auront décidé d'arrêter cette guerre. Combien de temps encore les mères de famille vont-elles devoir envoyer leurs fils se faire tuer en Tchétchénie? Comment peuvent-elles les voir partir sans rien faire? On devrait faire des enfants, travailler et sourire à la vie. Et voilà que lorsqu'ils vont au spectacle pour s'amuser, une fois encore, tout se termine dans les larmes. Le désespoir et la colère de ceux qui craignent que le pire soit à venir. Depuis des mois, le pouvoir ne cesse de répéter que l'opération antiterroriste en Tchétchénie est un succès, que bientôt l'ordre régnera dans la petite république rebelle. La guerre, que le Kremlin s'est toujours refusé à appeler ainsi, la guerre cette fois est au cœur de Moscou. Alors justement, Dominique Derda, qu'on retrouve en direct. Bonsoir Dominique. Cette guerre tchétchène portée dans la capitale même de la Russie, c'est un défi personnel, un camouflet pour Vladimir Poutine. Oui, je dirais même plus, c'est une humiliation pour le président russe qui, il y a peu, souvenez-vous, disait qu'il irait, s'il le fallait, buter les terroristes jusque dans les chiottes, je cite. C'est le président russe qui, depuis plusieurs mois, nous annonce que l'opération antiterroriste en Tchétchénie est un succès et qu'elle sera bientôt terminée. Et voilà cette prise d'otage, presque sous ses fenêtres, à quelques kilomètres à peine du Kremlin, au sud-est du centre de Moscou. Hier encore, nous étions en Tchétchénie, à Grozny, et le moins que l'on puisse dire, eh bien, c'est que les forces russes ne contrôlent rien du tout. Les grands axes de la capitale, quelques routes principales à travers la République, mais c'est à peu près tout. Et la journée seulement, la nuit, la Tchétchénie n'appartient plus à personne. Régulièrement, pratiquement tous les jours, des soldats russes tombent dans des embuscades. Au cours des semaines passées, de nombreux hélicoptères ont été abattus. Le moins que l'on puisse dire, c'est que contrairement au discours officiel, la guerre en Tchétchénie est loin d'être terminée. Dominique, on craignait un assaut dans les premières heures suivant cette prise d'otage. Finalement, apparemment, on n'est plus sur la négociation ce soir encore. Oui, pour l'instant encore, on en est à la négociation et vous avez vu de temps à autre des otages au cours de la journée ont été libérés, des femmes, des enfants, quelques hommes. Mais vous savez, les familles des otages qui sont détenus dans ce théâtre, évidemment, craignent le pire. Elles craignent qu'il y ait un assaut comme il y en a eu un en juin 1995 lorsque des Tchétchènes avaient pris en otage près de 2000 personnes dans un hôpital. C'était à Boudianov, au sud de la Russie. Tout à l'heure, nous avons rencontré une jeune fille qui, sur son téléphone portable, recevait des messages de l'une de ses amies qui est retenue à l'intérieur du théâtre. Et l'un de ces messages disait surtout « Ne laissez pas le pouvoir nous massacrer ». Merci Dominique. Alors pour mieux comprendre ce coup de force, il faut revenir à l'histoire de cette guerre oubliée sur laquelle l'Occident ferme les yeux. Quelques points de repère. D'abord, la Tchétchénie est un territoire grand comme 4 départements français, peuplé d'1 million d'habitants environ, mais qui a une importance stratégique pour l'exportation du pétrole du Caucase, entre autres. Les Tchétchènes connaissent la domination russe depuis des siècles. En 91, avec l'effondrement de l'Union soviétique, ils ont cru leur heure arriver, mais leur déclaration d'indépendance a été rejetée par Moscou. 2 guerres s'en sont suivies. Gilles Rabin. Décembre 1994, parce que la Tchétchénie vient de proclamer son indépendance, Boris Yeltsin lance ses soldats à l'assaut de la petite république du Caucase. Première offensive sur la capitale, Grozny, pendant la nuit de la Saint-Sylvestre 95, et l'armée russe subit la plus grande défaite de son histoire. Elle perd près de 300 chars et presque 1 millier d'hommes en une nuit. La première guerre de Tchétchénie ne sera qu'une longue série de batailles inutiles, de massacres, d'échecs et de défaites pour la Russie.
Déjà, en juin 1995, des rebelles tchétchènes avaient pris en otage 1500 personnes dans un hôpital du sud de la Russie, à Boudionovsk. L'armée russe avait donné l'assaut, 150 otages avaient été tués. 2 mois plus tard, un cessez-le-feu avait été signé. Au printemps 1996, alors que Boris Yeltsin doit se faire élire pour un nouveau mandat, il est clair que la Russie n'est plus en mesure de gagner cette guerre. Et c'est un général qui fera la paix, Alexandre Liebert. La deuxième guerre de Tchétchénie commence en fait à Moscou à la fin de l'été 1999. 2 immeubles d'habitation explosent et s'effondrent, il y a plus de 300 morts. Vladimir Poutine, qui est alors le premier ministre de Yeltsin et son dauphin désigné, accuse aussitôt les Tchétchènes. Nous poursuivrons les terroristes partout. À l'aéroport s'ils sont à l'aéroport. Et excusez-moi, s'ils sont aux toilettes, on ira les buter dans les chiottes. L'armée russe reçoit carte blanche. Elle croyait avoir affaire à une guerre, elle doit en fait affronter une guérilla. 1000 jours de combat plus tard, plus de 20 000 morts, presque un demi-million de réfugiés, la capitale Grozny détruite comme la plupart des villes et des villages de Tchétchénie, l'armée russe est enlisée et pire, elle a perdu son âme et son honneur dans la bataille. Les exactions se multiplient, viols, meurtres, rackets, ratissage aveugle, torture dans les sinistres camps de filtration, les crimes de guerre se multiplient. Très vite, à huis clos, le Kremlin en effet interdit la Tchétchénie à tout témoin, journaliste ou personnel humanitaire. En septembre dernier, les combattants tchétchènes abattent un hélicoptère aux portes de la plus grande base russe. 118 morts. C'est le premier défi direct au maître du Kremlin. Le deuxième défi, c'est la prise d'otages en cours à Moscou. Voilà, Moscou qui bénéficie pour l'instant, dans cette prise d'otage, d'un soutien pratiquement sans réserve des capitales occidentales. Nous y reviendrons dans un instant avec Gilles Kepel, spécialiste de l'islam. Autre actualité d'abord de ce jeudi, ces arrestations dans l'enquête sur le tueur de Washington. Cette fois, la police pense tenir le sniper. Il n'a pas encore été officiellement confondu. Avant de revenir sur son profil, qui suscite déjà des interrogations, les circonstances de ce coup de filet, Claude Sampère. C'était la nuit dernière à 90 km au nord de Washington. Il est 3h30 du matin. Les unités d'élite de la police arrêtent 2 hommes qui dormaient dans leur voiture sur l'aire de repos d'une station-service. 2 hommes apparemment liés directement à l'affaire du tueur de Washington. Il s'agit de John Allen Muhammad, un noir de 40 ans, et de son beau-fils, John Lee Malvo, un adolescent de 17 ans. Quelques heures plus tôt, l'enquête s'était brusquement accélérée. Charles Moose, qui dirige la traque du tueur, annonce en pleine nuit qu'un mandat d'arrêt vient d'être lancé contre John Allen Muhammad. Il ne le présente pas comme le sniper de Washington, mais il précise que l'homme est armé, dangereux et qu'il possède une Chevrolet bleue. La nuit dernière, la voiture est repérée par hasard par un automobiliste qui appelle immédiatement la police. Tout au long de la journée, les enquêteurs fouillent avec minutie le véhicule. À l'intérieur, ils trouvent un fusil capable de tirer des balles du même calibre que celles des meurtres de Washington. Au même moment, à l'autre bout du pays, dans la ville de Tacoma, le FBI et la police passent au peigne fin une maison où a séjourné John Allen Muhammad. Le jardin est passé au détecteur de métaux et des policiers découpent même à la tronçonneuse des souches d'arbres à la recherche éventuelle de douilles. L'enquête qui a permis de remonter jusqu'à Allen Muhammad est incroyable. Dans une conversation avec la police, le sniper avait parlé d'un meurtre commis le 21 septembre dans ce magasin d'alcool en Alabama. Une femme avait été abattue ici. Les policiers de Washington appellent leurs collègues d'Alabama. Et miracle, ceux-ci découvrent dans le dossier une empreinte digitale, celle de John Allen Muhammad. Pour le moment, la police prudente n'affirme pas avoir arrêté le sniper de Washington. Elle parle d'une avancée décisive dans l'enquête et devrait préciser dans les heures prochaines l'importance de ces arrestations. Alors en attendant, qui est vraiment John Allen Muhammad? Les quelques éléments dont on dispose avec Étienne Lénard sur place à Washington. Voici à droite sur la photo John Allen Williams, 42 ans, et à gauche son beau-fils, John Lee Malvo, 17 ans. Williams se faisait appeler John Mohammed depuis sa conversion à l'islam. Militaire de carrière, il a passé 10 ans ici sur la côte ouest des États-Unis. Ceux qui le connaissent le qualifient de quelqu'un de gentil mais d'assez coléreux. Je me disais ces derniers jours que ça pouvait bien être lui le sniper, expliquait sa belle-sœur. Selon ses proches, il exerçait une grande influence sur le fils de sa seconde épouse. S'il se confirme qu'ils sont les 2 meurtriers, il restera à connaître la raison pour laquelle, dans cette voiture bleue, ils ont sillonné pendant 3 semaines la région de Washington et tué 10 personnes. La presse américaine avance ce matin une possibilité. À plusieurs reprises, John Mohammed avait fait part à son entourage de ses sentiments anti-américains et il pourrait être venu dans la région de Washington, centre nerveux de la politique américaine, pour semer la terreur et défier le pouvoir.
Ouais, Étienne Lénart qu'on retrouve en direct. Bonsoir Étienne. Alors, comment a été accueillie cette arrestation? Quels sont les sentiments sur place? Écoutez David, le soulagement va être progressif tout simplement parce qu'on le disait, la population ici dans la région de Washington et à Washington attend la confirmation officielle que les deux meurtriers présumés ont bien été arrêtés et qu'il s'agit bien des deux personnes qui terrorisaient la région depuis maintenant 3 semaines. Et ce soulagement va être à la hauteur de l'exaspération et de la peur qui régnait ici depuis 3 semaines. Il faut se souvenir que les gens qui ont des enfants, eh bien les enfants avaient école avec les rideaux tirés, qu'il n'y avait plus de récréation et le week-end va probablement être consacré à des activités en extérieur. Et puis au-delà de ce soulagement, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui se posent et que l'opinion publique va réclamer des explications. Comment se fait-il qu'un Américain puisse comme ça terroriser ses concitoyens pendant 3 semaines? Et ces questions vont venir au fur et à mesure que l'on aura des éléments de réponse sur l'enquête que mènent les policiers. Une conférence de presse est attendue ici dans l'après-midi pour nous, dans la soirée pour vous. Alors Étienne, il est trop tôt évidemment pour faire état de certitude. C'est à manier avec beaucoup de précautions. Mais le profil de cet homme, un ancien de la guerre du Golfe qui serait converti à l'islam, est-ce que cela suscite beaucoup de commentaires là-bas? Oui, évidemment, d'autant que je le disais il y a quelques instants dans le reportage, eh bien, la presse américaine, notamment la presse de la côte ouest où a vécu cet homme, fait état donc de ses sentiments de sympathie. C'est évidemment un maître conditionnel de sympathie pour les auteurs des attentats du 11 septembre. Donc, si cela se confirme, vous imaginez qu'après les attentats, après la psychose à l'anthrax, après donc ce sentiment d'insécurité qui a régné ici dans la région de Washington depuis 3 semaines, eh bien, les gens vont se poser des questions. Comment se fait-il, encore une fois, qu'un Américain ait pu faire ce qui s'est passé depuis 3 semaines, c'est-à-dire tuer 10 personnes et en blesser grièvement 3 autres. Merci Étienne pour ces commentaires. L'actualité en France avec d'abord cette explosion dans une usine de radiateurs à Trillport en Seine-et-Marne la nuit dernière. Elle a fait 2 morts, explosion qui serait due au gaz et qui aurait été provoquée par un cambriolage. Paul de Genève, Bernard Connor. Il ne reste rien, à peine quelques charpentes. Cette usine de radiateurs a été littéralement soufflée. Une explosion provoquée par une poche de gaz. 2 personnes ont été tuées. Il était 22h30 quand tout a explosé. 90 pompiers ont été mobilisés. Pour l'instant, impossible d'expliquer d'où provenait le gaz. La citerne de propane de l'usine est intacte. Seule certitude, c'est un atelier où se trouvaient des postes de soudure qui a explosé. Autre indice, cette carcasse de voiture, elle appartenait aux 2 victimes. Dans leur coffre, des éléments de radiateur de l'usine. On pense qu'à 22h30, ils étaient venus récupérer un certain nombre d'éléments qui se trouvaient à l'extérieur de l'atelier. Pour se rendre compte, Jean-François Copé, porte-parole du gouvernement, Roselyne Bachelot, ministre de l'Environnement, et Nicole Fontaine, ministre de l'Industrie, se sont rendus sur les lieux. L'explosion a été entendue à plus de 30 km à la ronde. À 600 mètres, les toitures ont volé. On ne savait même pas que le toit avait sauté et tout. Là, ça a été remis, c'est grâce aux sapeurs-pompiers. Ils ont travaillé toute la nuit. Parce qu'ils ont travaillé toute la nuit ici, constaté là-bas, constaté là. Imprudence des cambrioleurs ou simple coïncidence, pour l'instant, les causes exactes de cette explosion restent indéterminées. Les suites des incidents à Strasbourg, visite aujourd'hui de Nicolas Sarkozy au quartier de Haute-Pierre où 3 pompiers, vous le savez, ont été blessés et 44 voitures brûlées le week-end dernier. La rencontre s'est déroulée hors du champ des caméras parce que les propriétaires des véhicules avaient peur de paraître à visage découvert. C'est un détail qu'on doit mentionner. Nicolas Sarkozy a promis, je cite, une guerre contre les voyous, un renforcement des moyens policiers et un fonds d'urgence. Pendant ce temps, Jean-Pierre Raffarin, le Premier ministre, a mis en place le Haut Conseil à l'intégration. Il sera présidé par la philosophe Blandine Kriégel, membre également le footballeur Lilian Thuram et l'écrivain François Chang. Et précisément ce matin, dans le journal Libération, François Fillon, ministre des Affaires sociales, a confirmé que le gouvernement travaille sur un contrat d'intégration pour les nouveaux immigrés. Apprentissage du français, cours d'instruction civique, aide dans les démarches, lutte contre les discriminations. Le droit de vote, en revanche, n'est pas à l'ordre du jour. L'Europe au pied du mur au sommet de Bruxelles ce soir où l'on va parler argent. Question centrale, comment financer l'élargissement à 10 nouveaux pays dans les années qui viennent. Jacques Chirac et Gerhard Schröder se sont réunis pour cela en tête-à-tête. Juste avant la réunion, l'Allemagne souhaite remettre en cause la politique agricole commune, très coûteuse. Pas question avant 2006, répond Paris, qui en revanche demandait à Londres de renoncer à son rabais. Bref, un parfum de zizanie, mais apparemment, Christian-Marie Monod, un accord ou en tout cas un arrangement a été trouvé. Tout à fait, c'était en somme le sommet avant le sommet, et une surprise. Mais une victoire à la Pyrrhus. Le chancelier allemand Gerhard Schröder a effectivement obtenu
le plafonnement des dépenses agricoles, mais à partir de 2007. Quant au président Jacques Chirac, il a l'assurance que la politique agricole commune sera maintenue, mais jusqu'en 2006. L'essentiel, c'est que la situation se soit débloquée. Et comme vous le disiez, les 15 vont pouvoir parler du dossier de fond de ce sommet à Bruxelles, le financement des pays candidats. Et ce sommet, effectivement, peut bien démarrer grâce au moteur franco-allemand qui a très bien fonctionné. Et ce soir, les 10 pays candidats peuvent pousser un deuxième ouf de soulagement. Merci Christian Marie. Alors l'enjeu est de taille. On estime que les subventions européennes à l'agriculture pour les 10 nouveaux pays atteindront 10 milliards d'euros en 3 ans. Cela dit, les nouveaux arrivants auront aussi un immense effort d'adaptation à accomplir. Exemple, la Pologne. Reportage Nathalie Moisan, Thierry Breton. Un vieux tracteur et 5 hectares, c'est ce que possède Richard Korzeniowski. Il vend son blé à un organisme d'État. Sa récolte les bonnes années lui rapporte 8000 zlotys, 2000 € pour faire vivre sa mère, sa femme et leurs 2 filles pendant 1 an. Une exploitation minuscule, quelques poules, parfois des porcs. L'Europe, évidemment, lui fait peur. L'avenir de mes enfants, non, je ne le vois pas dans l'agriculture. Comme ses voisins, pour survivre avec l'entrée dans l'Union, Richard devra produire plus. Mais comment? Il n'a pas les moyens d'agrandir son exploitation. Dans la même région, une ferme 4 fois plus grande, 19 hectares. La coopérative fournit à André le tapis roulant. Ses ouvriers agricoles gagnent 800 zlotys par mois, 200 €. C'est moins que le salaire moyen polonais pour 45 heures par semaine. André espère très vite bénéficier des subventions de l'Europe. Voilà. Pour l'instant, la Pologne ne va toucher qu'un quart des aides que l'Europe distribue normalement. À l'origine, l'Union européenne, c'était pour créer un marché commun. Pour ce petit souci, nous essaierons de voir ce reportage sur l'agriculture polonaise et ses efforts d'adaptation dans quelques instants. D'abord, les dernières informations en provenance de Moscou. On apprend qu'une équipe antiterroriste britannique est sur le point de se rendre sur place pour prêter main forte à la Russie. Et puis, nous retrouvons, pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer, notre invité Gilles Kepel, prof à Sciences Po, spécialiste de l'islamisme. Bonsoir Gilles Kepel. Bonsoir. Ce qu'on veut essayer de comprendre, c'est si finalement il faut resituer cette radicalisation des méthodes des Tchétchènes dans le cadre de ce vaste mouvement islamiste qui s'est fait connaître avec et après le 11 septembre. Dans une certaine mesure, mais en fait très prudemment, parce que bien sûr, ce qui se produit aujourd'hui avec la menace de se faire sauter, de faire sauter tout le monde avec, ça évoque spontanément le 11 septembre. Mais en même temps, c'est très profondément inscrit dans la situation russo-tchétchène et dans la volonté aujourd'hui d'un certain nombre de combattants tchétchènes, quelle que soit leur tendance, de faire en sorte que le monde entier se rende compte de ce qu'ils sont en train de subir dans ce pays. Alors, ce n'est pas forcément la meilleure méthode qu'ils utilisent, mais néanmoins, aujourd'hui, il faut reconnaître que les télévisions du monde entier parlent d'eux et c'est déjà un point qu'ils ont gagné et qu'ils ont remporté face au pouvoir russe qui parlait de normalisation. Mais Gilles Kepel, des liens ont été établis entre certains partis islamistes tchétchènes et Al-Qaïda. Enfin, en tout cas, il est absolument certain que l'un des principaux combattants islamistes formés en Afghanistan, qui était proche de la mouvance Ben Laden, le commandant Khattab, est allé en Tchétchénie. C'est un Saoudien qui a été abattu par les Russes à peu près il y a quelques mois et il a joué un rôle très important dans la réislamisation militante de certains des groupes de combattants tchétchènes. Mais en même temps, les Tchétchènes dans leur ensemble ne peuvent pas être assimilés non plus uniquement aux combattants d'Al-Qaïda. Je crois qu'il y a un conflit entre eux qui est non négligeable de ce point de vue-là. Alors, un dernier mot justement, parce qu'après le 11 septembre, Vladimir Poutine, qui comparait les Tchétchènes avec les talibans, a réussi en quelque sorte à ce que l'Occident lui laisse les mains libres en Tchétchénie. D'après vous, est-ce que cette prise d'otage va avoir pour effet de renforcer cette conviction, peut-être en Occident, que les Tchétchènes sont d'abord des islamistes, ou au contraire de les inciter à demander à Poutine de trouver une solution politique au problème? Aujourd'hui, sur le plan proprement russe, bien évidemment, Poutine est obligé de penser en termes politiques, parce que la répression, finalement, n'arrive pas à bout du problème. Mais sur le plan international, bien sûr, il va essayer de nouveau de tirer parti d'une assimilation de ce qui se passe en Tchétchénie à ce qui s'est passé à Bali la semaine dernière, à ce qui s'est passé le 11 septembre. Et tout ça s'inscrit, ne l'oublions pas, dans l'espèce de course de vitesse que se livrent actuellement un certain nombre de dirigeants des grandes puissances et les groupes terroristes ou les groupes indépendantistes violents
dans le cadre de ce qui va se passer à l'ONU et de la guerre annoncée contre l'Irak. Merci Gilles Kepel d'avoir répondu à nos questions et nous reviendrons bien sûr sur cette situation à Moscou d'ici la fin de ce journal si il y a de nouvelles informations. Économie en bref, d'abord pour vous dire que le prix du gaz va augmenter en France de 3% pour les particuliers au 1er novembre. Indexé sur le pétrole, il avait baissé de 4,5% en mai. La fermeture des mines de potasse d'Alsace après 100 ans d'existence, elle a été officiellement annoncée avec 6 mois d'avance suite à l'incendie dans les galeries de Stockamine le mois dernier. La grève à la Poste contre le projet de regroupement des activités dans des centres de tri régionaux mécanisés. Grève suivie à 30% selon la direction, à 50% selon le syndicat Sud. Et enfin, un mot des retraites. Les fonds de pension à la française, annoncés par Jacques Chirac pendant sa campagne, eh bien, ne sont plus d'actualité. C'est ce qu'a déclaré Jean-Pierre Raffarin tout à l'heure. Motif, la crise boursière. La semaine de la sécurité routière suite avec cette expérience qui pourrait être généralisée, un motard fantôme sur les routes des Yvelines. En fait, un policier à 2 roues en civil pour mieux surprendre les chauffards. Nicolas Lemarinier, Alexandre Decuit. Ce n'est pas un motard banal, c'est un motard banalisé. Un policier. Il roule incognito et repère les infractions au code de la route. Cette fois, c'est le conducteur de cette fourgonnette qui se fait prendre. Véhicule Citroën C15, immatriculé 98 74, franchissement ligne continue. Aussitôt prévenus, les motards en uniforme prennent le relais et interpellent le conducteur. Le pilote banalisé ne se fait jamais connaître. Franchement, j'ai pas vu monsieur la ligne blanche. Je sais pas si... J'étais peut-être dans un boulevard pour sortir. Le dispositif est testé depuis le début du mois dans les Yvelines. Il est unique en France. Les gens ne voient pas la présence de l'uniforme, on se croit à l'abri de tout. Donc le fait de rouler en moto banalisée nous permet justement de créer un climat d'insécurité au niveau des délinquants routiers. 3 motards banalisés se relaient sur les routes des Yvelines. Ajoutez à cela des contrôles réguliers par avion et la pression porte ses fruits. En un an, le nombre de morts sur les routes du département a été divisé par 2. Et à propos de circulation routière, eh bien sachez que finalement, l'employé de l'ambassade de Mongolie qui est à l'origine d'un accident mortel près de Valenciennes devrait voir son immunité levée. L'ambassadeur de Mongolie lui-même est venu tout à l'heure remettre un document en ce sens au ministère des Affaires étrangères. Des statistiques données par le collectif féministe sur les viols collectifs de mineurs en France. Il a recensé 73 victimes pour les 10 premiers mois de l'année 2001. Chiffre intéressant car il montre qu'il n'y a pas d'augmentation significative par rapport aux 3 années précédentes. Ce qui est nouveau en revanche, c'est qu'on ose aujourd'hui porter plainte et même en parler. Voici un témoignage, celui de Samira Bellil, 29 ans aujourd'hui. Elle était adolescente au moment des faits. Elle a affronté la suspicion, parfois la réprobation. Pour s'en sortir, elle a écrit un livre. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Fanny Auvergne, Alexandre Decuit. J'avais 14 ans, je sortais avec quelqu'un depuis 1 an. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce jeune homme m'a tendu un guet-apens. Donc, il m'a livré à ses amis. Et donc, au départ, j'ai eu un attroupement autour de moi. J'avais facile une dizaine de gars autour de moi qui me mettaient des coups de poing, des coups de pied, des coups de pompe au ventre. Donc, je me suis retrouvée au sol, à encore me prendre encore des coups de poing, des coups de pied, etc. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu pour arrêter tout ça. Moi, je pensais justement qu'il allait me sauver. Et en fait, c'était mon agresseur. De là, il m'a emmené dans un appartement où il y avait d'autres gens. Et c'est de là qu'il y a eu séquestration et viol durant toute la nuit. Il faut savoir que mon agresseur était champion de boxe thaï. Donc, les coups de pied faits avec le tibia, je les ai pris dans la tête, quoi. Donc, je peux vous dire que vous êtes sonné. Et que la seule chose que vous avez envie de faire, c'est de sauver votre peau et votre vie. Parce que même si on dit non, on va s'en prendre plein dans la tête. Je veux dire, des coups, on les aura. Donc on ne dit rien, on essaie de se faire le plus petit possible, d'être le maximum gentil possible, parce qu'on sait qu'aussi, gérer un mauvais coup peut nous tuer aussi. On peut en mourir quand même de cette histoire-là. La peur, quoi, fait que vous ne portez pas plainte. La peur des représailles? La peur des représailles, la peur du qu'en dira-t-on, la peur de... On sait que toute la cité va parler, il va dire, mais de toute manière, c'est bien fait pour elle. Elle avait rien à faire dehors, elle traînait, de toute manière, c'est une meuf qui traîne. Donc, effectivement, on ne trouve pas beaucoup de... Je sais pas si le mot réconfort est le bon mot, quoi. Mais en tout cas, on ne trouve pas beaucoup d'oreilles. La deuxième fois, ça s'est passé dans le RER. Toujours les mêmes agresseurs? Toujours le même agresseur. Voilà. Donc, ça a été dur, quoi.
Ça a été dur parce que c'était devant les gens et personne n'a bougé. On m'a forcé à descendre du train. Et donc, après le train, quoi, il m'a emmené dans une cave et là, c'était reparti. Pour ma part, j'avais 14 ans, je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça avec mon corps, quoi. Je suis choquée. J'étais en état de choc. Quelques mois plus tard, d'autres victimes des mêmes agresseurs décident Samira à porter plainte. Pour son quartier à Sarcelles, c'est une trahison. Tu casses la loi du silence. C'est qu'en théorie, en banlieue, quand on vient d'un quartier assez chaud, etc., comme pour ma part, eh ben, tu encaisses les coups quoi. Et tu la ramènes pas. Là, j'ai encaissé des coups, mais j'ai quand même dit à un moment donné, stop. Février 91, les violeurs de Samira et de 10 autres filles sont jugés. 8 ans de prison pour l'agresseur principal, des peines de sursis pour les autres qui ressortent très vite. C'est comme ça que les jeunes filles ne porteront pas plainte. Parce qu'elles savent très bien qu'elles ne peuvent pas compter sur la justice. Si au bout de 5 mois, les agresseurs se retrouvent dehors, ça ne veut rien dire. Parce que dans l'histoire, quand même, eux, ils se retrouvent dehors, ils retournent chez papa-maman, ils ont une petite vie scolaire, ils reprennent leur scolarité, etc., etc. Il faut savoir que pour les victimes, pour nous, il n'y a plus rien après. Il n'y a pas de vie scolaire, il n'y a pas de vie sociale, il n'y a rien. Il n'y a rien. En bref, un groupe dissident du FLNC revendique la nuit bleue en Corse la semaine dernière, une vingtaine d'attentats à l'explosif. Le groupe réclame, je cite, une clarification sur la question corse. Je rappelle que Nicolas Sarkozy est attendu demain sur l'île. La fin du SIAL, le Salon international de l'alimentation, une réunion qui a mis en évidence la percée de la cuisine exotique en France, plus 15% chaque année, cuisine chinoise, plats indiens et aussi les sushis. Poisson cru, avec ou sans riz, les entreprises françaises se sont engouffrées dans la brèche. À Blois, Sophie Mézel, Jean-Louis Melin. Tout le monde ne le connaît pas encore, pour certains c'est même franchement une curiosité, mais chaque jour, il a un peu plus d'adeptes. Ça vous plaît? Oui, ça va. Vous aviez déjà goûté ou pas? Non. C'est la première fois. Vous savez comment ça s'appelle? Non. Des sushis? C'est sushi. C'est japonais? Ça vous dit quelque chose? Ah ouais, c'est japonais ça. Ouais, ouais. Ouais, c'est pas mal. Bah mangez-le. Bah, merci. Et si pour déguster un sushi, il fallait encore il y a 4 ou 5 ans pousser la porte d'un restaurant japonais, la petite bouchée de poisson cru s'est tellement démocratisée qu'elle se fabrique aujourd'hui à la chaîne. Mieux, plus besoin du savoir-faire nippon, ce sont des Français qui occupent le créneau, si porteurs que le chiffre d'affaires de cette jeune société s'envole, plus 60% chaque année. C'est que le sushi a encore le charme d'un produit artisanal et nécessite beaucoup d'attention pour envelopper par exemple le rouleau de riz dans sa feuille d'algue. Le gros problème tout de même, c'est qu'au-delà de 2 jours, le sushi n'a point de salut. À moins, et c'est justement là l'invention de la société, brevetée dans le monde entier, à moins d'un sushi congelé. Le consommateur a le choix de consommer le produit quand il veut, et ensuite il peut le fait de le passer au micro-ondes va lui restituer des qualités qui seront équivalentes, voire proches, voire même souvent supérieures à celles d'un sushi frais. En résumé, le jambon beurre a du souci à se faire parce que le sushi c'est beau, c'est sain, ça ne fait pas grossir aussi peu et qu'en plus... C'est vraiment très bon. Aussi violente selon... Les sciences, avec cette exposition sur les mystères du cerveau à la Cité des Sciences à Paris. On le décrit souvent comme l'objet le plus complexe de l'univers. Eh bien, tout est fait là-bas pour mieux comprendre son fonctionnement. Romuald Bonan, Patrick Desmully. Une balade au milieu des neurones, un voyage dans l'intimité du cerveau. Pour comprendre comment se fixent les souvenirs, se forment les émotions, s'élabore la pensée ou s'exécute le moindre de nos gestes. Dans cette exposition, chaque visiteur peut tester son cerveau. Par exemple, pour la mémoire. Il n'y a pas une mémoire, mais des mémoires. En fait, il en existe 5. Et parmi elles, la mémoire perceptive. Il s'agit de sentir donc une odeur qui sort de ces orifices et d'associer à ces odeurs des mots, des images, des bruits, des sons qui sont censés en fait reconstituer un petit peu les souvenirs que l'on a à partir de ces odeurs-là. Chaque odeur renvoie en effet à une émotion différente selon l'individu, car chaque cerveau est une pièce unique. Un parcours semé de bandes interactives et vidéos où l'on peut réfléchir sur de drôles d'histoires de cerveau, comme celle des prodiges calculateurs. Ils sont une dizaine dans le monde, comme cet allemand, capable de multiplier des nombres à l'infini. Des cerveaux de surdoués dont la chimie particulière peut peut-être expliquer les performances. C'était la vieille idée autrefois qu'on pouvait
appréhender le cerveau en palpant les bosses du crâne, et peut-être que Einstein avait une grosse bosse des maths. Enfin, je suppose qu'il l'avait, mais ça ne nous dit pas grand-chose. Et pour ceux qui n'ont pas la bosse des maths, il est possible d'étudier l'effet, ici relaxant, de la musique sur le cerveau. Une journée européenne en faveur des bébés phoques. À Paris, plusieurs dizaines de manifestants se sont réunis tout à l'heure devant l'ambassade du Canada, pays qui vient d'augmenter les quotas de phoques pouvant être chassés. Non, les bébés ne sont pas tirés d'affaire, les techniques de chasse restent toujours aussi violentes. C'est ce qu'indiquent les signataires de la pétition qui a été remise tout à l'heure. Laurence Decherf, Bernard Puissesseau. Un geste de sang-froid qui tue chaque jour depuis 4 siècles. Au Canada, la tradition ne s'essouffle pas. Plus de 300 000 phoques sont condamnés à mourir chaque année. Recherchés pour leur fourrure, mais aussi pour leur chair ou même leur sexe réputé aphrodisiaque en Asie, plus de la moitié des bébés phoques qui naissent seront tués dans l'année. Pourtant, le combat des défenseurs des animaux ne date pas d'aujourd'hui. Ces mêmes images de massacre en 1968 ont choqué Brigitte Bardot, à l'époque égérie des Français. Elle deviendra la maman d'adoption des phoques. On les tue pour faire des jouets en plus, des bébés phoques en plus, des manteaux de fourrure pour les connes qui veulent se mettre ça sur le dos. Et voilà. On les aura, va. Pourtant, 30 ans plus tard, rien n'a changé. Ces grosses peluches vivantes se roulent toujours dans la neige, insouciantes de ce qui va leur arriver. Plus que jamais, ce sera la grande fête du vélo. Le tracé du Tour de France du centenaire, le Tour de France 2003, a été officiellement dévoilé aujourd'hui. Nous vous en révélions les grandes lignes le mois dernier. Prologue à Paris, vous l'avez vu, devant la Tour Eiffel, départ du Grand Stade. Toutes les grandes villes, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, seront visitées. Et il y aura 21 cols au programme, dont les plus réputés. Exemple, l'Alpe d'Huez et ses lacets si meurtriers, un col de légende. Un reportage de Manuel Tissier et Alexandre Decuit. Depuis 50 ans, Georges Rajon n'a manqué aucune arrivée dans son village natal. C'est l'homme qui a organisé la première rencontre du Tour et de l'Alpe d'Huez. Le plus grand stade du monde est né grâce à lui. Ça amène un public extraordinaire. On compte en général, en moyenne, 300 000 personnes entre Bourdoisan et l'Alpe d'Huez. C'est une chose fabuleuse. 13 km d'ascension, 21 lacets. On vient du monde entier pour voir gagner et souffrir les plus grands champions. Coppi est seul. Le grand Fausto Coppi, premier vainqueur de l'Alpe en 1952, ou encore l'arrivée main dans la main de Lemond et Hinault, ont fait beaucoup pour la renommée du lieu. À peine officialisée, l'étape de l'Alpe d'Huez déchaîne les touristes. Les 32 000 lits de la station sont pris d'assaut. Ah non, ma chère, mais pour le Tour de France, entre ce qu'on doit réserver pour les équipes, c'est complet maintenant. Pour l'Alpe d'Huez et son maire, le Tour c'est la bonne affaire. Le ticket d'entrée coûte 132 000 €, 850 000 francs à la commune, pour une campagne de communication mondiale. Les étrangers qui connaissent l'Alpe d'Huez connaissent la station essentiellement grâce au Tour de France. Ici, c'est l'enfer des cyclistes, un lieu de culte pour les cyclotouristes. On y vient en pèlerinage pour célébrer les 22 vainqueurs de l'Ascension. C'est une des plus fameuses montées de France. C'est pour cela qu'on est là. En Hollande, c'est très connu. Même dans le désert de l'automne, même dans le froid et la pluie, les clameurs du Tour résonnent toujours dans la pente de l'Alpe d'Huez, et c'est ça qui plaît. Le football sur la pelouse avec décidément le réveil des clubs français. On verra dans un instant la soirée de Lens en Ligue des Champions. Mais d'abord, le football aussi pour l'amour du prochain. Quand on gagne des centaines de millions de francs par mois, on peut aussi penser aux autres. Vous la découvrirez à partir d'aujourd'hui sur vos écrans. C'est la nouvelle campagne contre la faim dans le monde. Elle se joue sur un terrain. Deux acteurs, Zinedine Zidane et Ronaldo. Christophe Duchiran. La main, pour nous, c'est le plus beau geste. Ensemble, réduisons la pauvreté de moitié d'ici 2015. Une fois n'est pas coutume en football, le plus beau geste, c'est donc le geste de la main tendue. Et plus qu'un simple geste, ce pourrait être le geste qui sauve, ou quand les stars mondiales du foot viennent en aide au monde d'en bas, au monde de la misère planétaire.
Aujourd'hui en effet, plus d'1,2 milliard d'individus, une personne sur 5, vivent avec moins d'1 euro par jour, alors que paradoxalement, les dons des pays les plus riches baissent régulièrement depuis 30 ans. Le 19 septembre dernier à Madrid, jour de tournage du spot publicitaire, 30 secondes au service du programme des Nations Unies pour le développement. Zizou et Ronaldo, nommés ambassadeurs des Nations Unies, c'est forcément bon pour leur image, mais finalement, rien ne les obligeait à faire équipe pour la lutte contre la pauvreté. La pauvreté qu'ils n'ont pas connue du temps de leur jeunesse, mais l'un et l'autre viennent d'un milieu modeste. Ils sont aujourd'hui riches et célèbres, mais ils n'ont pas la mémoire courte. Mieux que ça, ils sont toujours capables d'un beau geste. La main, pour nous, c'est le plus beau geste. De beaux gestes aussi hier soir, donc, lors de cette 4e journée de la première phase de la Ligue des Champions, avec décidément le réveil des clubs français. Lens a battu 3-1 les Espagnols du Deportivo La Corogne. Un but signé en deuxième mi-temps par Koulibaly, Morera et Thomer. Du coup, les Lensois restent en course. Un mot de Boris Becker, il a été condamné à 2 ans de prison avec sursis finalement. L'ex-champion de tennis se dit soulagé de cette sentence. Il était poursuivi, je vous le rappelle, pour fraude fiscale. Musique avec le Casse-Noisette au Châtelet, célèbre ballet donné jusqu'au 26 octobre à Paris, avec une projection spéciale. Elle était avec une édition spéciale, elle était réservée aux enfants. Michel Srulovici. Ce ne pouvait être une représentation comme une autre, car le Châtelet était aux mains des enfants et des adolescents. Avec le naturel qui les caractérise, ils dialoguaient loin de toute convention avec les musiciens du Mariinsky. Ceux-ci n'en revenaient pas. Casse-Noisette, c'est un conte où un jouet va se transformer en prince charmant dans un royaume de fantaisie. Mais ce qui plaît à certains spectateurs, c'est plutôt... La bagarre contre les rats. La guerre. Ouais, la guerre. La guerre, avec le canon. Et il y a tous ceux qui préfèrent l'originalité des situations. Ouais, la neige, j'aimais bien la neige. Il y avait des femmes qui dansaient la neige. Comme dans tous les contes, les héros doivent traverser des épreuves dont ils triomphent. On parle beaucoup d'amour et dans ce ballet, et puis aussi on parle de rêve. Ce Casse-Noisette allie tradition et modernité. Le renouvellement est extraordinaire, c'est d'avoir demandé à un grand peintre de faire les décors, la mise en scène de ce Casse-Noisette. C'est comme à l'époque de 1909 où c'était les grands peintres qui illustraient les ballets russes. La jeune fille et son amoureux abandonnent le monde des adultes pour vivre au pays des sucreries et des douceurs. C'était du miel que dégustait le ballet cet après-midi-là. Voilà, il faut signaler que les autres représentations sont ouvertes à tout le monde. En bref, le prix du roman de l'Académie française, il a été décerné aujourd'hui à Marie Ferranti pour La Princesse de Mantoue. Avant de refermer ce journal, un dernier détour par Moscou, où les otages et le commando s'apprêtent à entamer leur première nuit, 24 heures donc avec le début de ces événements. Dominique Derda, est-ce qu'on a un espoir que quelque chose se débloque dans les heures qui viennent à Moscou ? Écoutez, la bonne nouvelle, David, c'est que les négociations pour l'heure se poursuivent et avec un peu de chance, elles vont se poursuivre encore toute la nuit. Le but, vous l'aurez compris, c'est de sauver un maximum de vies, d'essayer de faire sortir un maximum de gens avant un éventuel assaut. Ce que tout le monde semble craindre ici. On a appris tout à l'heure que 2 jeunes femmes auraient, semble-t-il, parvenu à s'enfuir. L'une d'entre elles serait blessée, mais on ne sait pas si elle l'a été par des tirs provenant des preneurs d'otages ou des forces de l'ordre. Et puis, vous le disiez un peu plus tôt dans ce journal, David, eh bien, on a appris ce soir que la Grande-Bretagne s'apprêtait à envoyer une équipe d'experts de l'antiterrorisme à Moscou. Il y a, je vous le rappelle, parmi la quarantaine d'étrangers détenus dans ce théâtre, il y a 3 Britanniques. Et Dominique, est-ce que Moscou fait toujours l'objet de mesures de sécurité qui étaient impressionnantes aujourd'hui, avec une ville très surveillée et des entrées particulièrement bouclées ? Oui, Moscou fait toujours l'objet d'un renforcement de la sécurité, mais malgré tout, c'est un renforcement qui, à vrai dire, est assez superficiel, parce que
Quand je suis revenu de Tchétchénie ce matin à Moscou, on a traversé la moitié de la ville en voiture sans être contrôlé une seule fois. Et certes, il y a un peu plus de policiers que d'habitude au carrefour, mais vraiment le moins qu'on puisse dire est qu'on circule très bien dans la ville et qu'une fois encore, les contrôles ont l'air d'être des contrôles d'apparence et dont on peut douter en tout cas de l'efficacité. Merci Dominique, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre la météo, Patrice Drevet. Point route, Valérie Maurice. Attention aux embouteillages pour ces vacances de la Toussaint. L'info sur France de 21h. Un numéro d'envoyé spécial à suivre particulièrement. Françoise Joly vous propose un documentaire sur des enfants juifs cachés pendant la guerre. Un documentaire du réalisateur du film La vérité si je mens, Thomas Gilou. Dernier journal minuit 45, Jean-Claude Renaud. Demain dès 6h30 Télématin dans les 4 vérités. Françoise Laborde recevra Luc Ferry, le ministre de l'Éducation. Et on se quitte avec une photo de famille. Photo du Tour de France. Encore lui, voici réunis les 21 vainqueurs encore en vie à l'occasion de cette présentation du Tour du Centenaire. Le plus vieux à 83 ans, c'est Ferdy Kubler, vainqueur en 1950. Le dernier en date, Lance Armstrong, à 31 ans. Il a gagné les 4 dernières éditions. À lundi.